Préparez-vous, car aujourd'hui, c'est encore un de ces cas de notre série adorée. Des histoires qui s'insortent, qui semblent être des mensonges, mais qui sont vraies. Et cette histoire a l'un des plus grands rebondissements que j'ai jamais raconté sur cette chaîne, et je doute que vous le découvrirez avant la fin de la vidéo. C'est parce qu'une jeune étudiante universitaire de 18 ans se trouvait dans une camionnette sur la route avec d'autres étudiants lorsque la camionnette a été percutée par un camion hors de contrôle. Cet accident a été terrible. Il a détruit la camionnette et a déclenché une série d'événements qui, en plus d'être tragiques, sont aussi difficiles à croire à cause d'une erreur médicale surréaliste. Découvre avec moi l'histoire de Whitney Sirac. Salut à tous, je suis Su, bienvenue sur la chaîne. Si comme moi vous aimez les histoires étranges, les faits divers, les théories du complot et autres curiosités folles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et aimer, commenter, partager, parce que tout cela aide beaucoup de monde ici sur la chaîne. D'accord, allez, on passe à la vidéo. Tout a commencé le mercredi 26 avril 2006. Whitney Sirac avait 18 ans, elle était belle, sympathique, extravertie, et elle vivait ce moment classique de la vie universitaire où l'on se sent officiellement adulte, mais encore un peu perdu dans le monde. Elle était étudiante de première année à l'université Taylor, une faculté située à Upland, dans l'État de l'Indiana. Upland est une petite ville, de celles qui sont très typiques de la province, avec un peu plus de 3800 habitants seulement. Et ce matin-là, Whitney traversait le campus pour aller en cours, au milieu de plein d'autres étudiants qui couraient dans tous les sens, quand elle a ressenti une certaine tristesse. C'est parce que sa première année à la fac touchait à sa fin et qu'elle allait partir en vacances. D'un côté, elle était contente de rentrer chez elle, dans sa ville. Maintenant, je vais encore une fois vous laisser faire vos blagues de collégiens dans les commentaires, comme je l'ai fait dans d'autres vidéos avec le nom d'une autre ville. La ville s'appelle Ola, dans l'État du Missouri. Alors, elle était toute excitée de retourner dans la ville appelée Gaylord, dans l'État du Michigan, où elle allait passer ses vacances d'été. Gaylord. Un truc gay, c'est sympa. Mais d'un autre côté, ça lui rendait aussi un peu triste parce qu'elle venait de vivre sa première année à la fac, elle s'était fait plein d'amis, elle avait créé de nouveaux souvenirs, et maintenant elle devait dire au revoir à tout ça pour un moment. Durant cette première année, Whitney s'est très bien entendue avec de nombreuses personnes. La plupart de ses amis étaient d'autres étudiants de première année, mais elle aimait aussi beaucoup discuter avec des étudiants plus âgés. Elle était intelligente et savait qu'il fallait nouer des liens avec des personnes plus âgées, prêtes à obtenir leur diplôme, qui pourraient l'aider professionnellement plus tard. Dès qu'elle le pouvait, Whitney se rapprochait d'eux et se liait d'amitié avec les étudiants des années supérieures. C'est alors, ce même jour, qu'elle a vu une affiche sur le campus invitant les étudiants à participer comme bénévoles à une activité le lendemain. L'idée était d'aider à installer les tables, les chaises et la structure pour un grand dîner lors de la cérémonie de présentation du nouveau président de l'université. Whitney s'est approchée de la table pour mieux comprendre de quoi il s'agissait et elle a vite découvert que la plupart des personnes qui allaient défaire du bénévolat étaient des étudiants des années supérieures. Voilà, c'était tout ce qu'elle avait besoin d'entendre, n'est-ce pas? Aussitôt, elle a inscrit son nom sur la liste et le reste de la journée s'est passé normalement. Whitney a suivi ses cours, étudié, discuté avec ses amis et le soir, elle est rentrée au dortoir pour dormir. Sans se douter que, en moins de 24 heures, sa vie allait changer d'une manière totalement inimaginable. Tu vas voir. Le lendemain matin, Whitney s'est levée tôt, a pris une douche rapide et a rejoint les bénévoles pour le dîner. En se préparant, elle réalisait à quel point sa vie était belle et qu'elle vivait sa meilleure période en tant qu'adulte. Elle était entrée dans une bonne université, elle avait déménagé loin de chez elle, donc elle vivait seule pour la première fois. Et en plus de tout ça, ses notes avaient été excellentes pendant l'année. Fière d'elle, tu vois, lorsqu'elle est arrivée au point de rendez-vous sur le parking, il y avait un groupe d'étudiants rassemblés autour d'un van de l'université. C'était le groupe de bénévoles. Au total, il y avait là 7 autres étudiants, la plupart en année supérieure, ainsi qu'un employé de l'université. Whitney ne connaissait personne, alors elle s'est présentée rapidement. Tout le monde s'est salué, les politesses de base. Comme elle était la dernière arrivée, ils ont vite fait monter tout le monde dans le van et sont partis vers le nord, direction Fort Wayne, où se trouvait la salle d'événement. Le trajet durait environ 1 heure. À un moment donné, en chemin, Whitney a commencé à discuter avec une étudiante plus expérimentée de 22 ans, nommée Lori Van Ring, qui était assise juste à côté d'elle. Les deux ne s'étaient jamais vues auparavant, mais elles attiraient l'attention à cause d'une coïncidence curieuse. Elles se ressemblaient beaucoup. Elles étaient grandes, blondes, avec une coupe de cheveux similaire et le même type de silhouette.
D'ailleurs, au début du voyage, un des autres bénévoles leur a même demandé si elles étaient parentes. Tu vois, mais les ressemblances ne s'arrêtaient pas là. En discutant, Whitney a découvert qu'elle aussi avait grandi dans une petite ville du Michigan. Lori venait de Caledonia, qui se trouvait à quelques heures de Gaylord, la ville natale de Whitney. Autrement dit, en plus de se ressembler physiquement, elles avaient des origines très similaires. À leur arrivée à Fort Wayne, le groupe a passé des heures à préparer la salle pour l'événement du lendemain. En organisant les tables, les chaises, les couverts, les décorations, et pendant tout ce temps, Whitney et Lori sont restés proches, discutant, s'entendant bien, créant une connexion rapide de celle qui arrive parfois naturellement, vous voyez ce que je veux dire ? Vers 19h, le travail fini, la salle prête, tous sont montés dans le van pour rentrer au campus. Au début du retour, Whitney et Lori se sont assises ensemble et ont un peu discuté, mais la fatigue est vite arrivée. Après une longue journée éprouvante, le groupe est aussi devenu silencieux. Environ une demi-heure plus tard, le van était déjà à quelques kilomètres du campus et à un moment donné, Whitney s'est tournée pour dire quelque chose. Lori était à la fenêtre, elle s'est tournée vers son amie, mais avant même que Whitney ne dise un mot, une lumière intense est apparue à la fenêtre. En quelques secondes, cette lumière a grandi. Elle est devenue de plus en plus intense, jusqu'à ce que l'intérieur du van soit envahi par cette lueur blanche. Juste après, le chauffeur a crié « Mon Dieu, non !» Quelques minutes plus tard, des dizaines de conducteurs ont commencé à appeler le 911. Serviço de emergência diz... Quelque chose de terrible s'était produit sur cette route. Lorsque les secouristes sont arrivés sur les lieux, même préparés au pire, ils ont été choqués par la scène. Il y avait d'énormes morceaux de métal éparpillés sur la chaussée, du verre partout et des corps partout aussi. La lumière que Whitney avait vue sur le visage était en réalité les phares d'un camion d'environ 36 tonnes, conduit par un homme appelé Robert Spencer. Robert conduisait sur la route lorsqu'il s'est endormi au volant. Le camion a quitté la chaussée, a traversé la pelouse du terre-plein central, a envahi la voie opposée et a percuté de plein fouet le van de l'université. L'impact a été si violent qu'il a littéralement arraché une partie latérale du van. Et avec le van tournant de façon incontrôlable, cette énorme ouverture exposée, plusieurs des étudiants ont été projetés hors du véhicule au milieu de la circulation. En plus d'avoir été éjectés du van, certains ont été renversés par d'autres voitures qui passaient à ce moment-là. Quelle horreur! Lorsque les secouristes ont pu faire une évaluation complète de la scène, ils ont trouvé Robert encore en vie à l'intérieur du camion. Mais parmi les 9 occupants du van, 5 étaient morts sur le coup. Les 4 autres étaient dans un état très grave, avec des blessures profondes et de nombreux os brisés. Quelques heures plus tard, déjà dans la nuit du 27 avril, le téléphone a sonné chez la famille Serac. Quand l'un des parents de Whitney a répondu, la nouvelle a été dévastatrice. Leur fille était morte dans l'accident. Au même moment, à environ 3 heures de route de là, à Caledonia, la famille Van Ryn a reçu un autre appel. On avait appris que Laura avait aussi été impliquée dans l'accident, mais avait survécu malgré son état critique. Dans les jours qui ont suivi, la famille Serac a organisé le transfert du corps de Whitney à Gaylord et a commencé à préparer les funérailles. Ce seraient des funérailles à cercueil fermé en raison des graves dommages subis par le corps. Le visage de leur fille avait été défiguré par l'impact du camion et aussi parce qu'il avait été éraflé sur l'asphalte. Pendant ce temps, la famille Van Ryn s'est précipitée à l'hôpital Parkville à Fort Wayne, où elle a trouvé Laura complètement bandée, avec une minerve, inconsciente et dans le coma. Elle avait subi des fractures au visage, au crâne et à plusieurs os du corps. Elle était littéralement plâtrée et bandée de la tête aux pieds. Les médecins ont expliqué qu'elle était stable, mais qu'il n'y avait aucune garantie qu'elle se réveillerait. Et même si elle se réveillait, la lésion cérébrale était grave et pouvait compromettre profondément ses fonctions. Face à cela, la famille a décidé de la transférer dans l'un des centres de rééducation à Grand Rapids, dans le Michigan, spécialisé dans les lésions cérébrales. Regarde le contraste cruel. Alors que les Van Ryn luttaient pour le rétablissement de leur fille, les Serac faisaient leurs adieux à la leur, décédés dans cette tragédie. Le 29 avril, 3 jours après l'accident, la veillée funèbre de Whitney a eu lieu et plus de 1400 personnes y ont assisté. Pour te donner une idée, cela représentait presque la moitié de la population de la ville. Le 30 avril, Whitney a été enterrée. En même temps, à Grand Rapids, la famille de Laura se relayait pour des veillées de 24 heures à son chevet. Au milieu de cette tension, ils ont reçu une bonne nouvelle. Les examens cérébraux montraient de fortes chances que Laura sorte du coma. Ils ne savaient pas quand, mais la possibilité existait. Les semaines passaient et elle restait dans le coma, mais son corps montrait lentement des signes d'amélioration. Puis, le 16 mai, 20 jours après l'accident, Laura s'est réveillée.
Et au début, cela semblait être un véritable miracle. Sa famille était rayonnante. Il semblait que, malgré tout, elle était revenue. Peu à peu, elle a retrouvé des forces, bougé certaines parties de son corps, s'asseyait sur le lit et progressait cognitivement. Mais ensuite, une scène étrange est survenue. Regardez. Le 22 mai, une semaine après s'être réveillée du coma, Laura était assise sur son lit d'hôpital avec la kinésithérapeute à ses côtés et sa famille dans la chambre. À un certain moment, la kinésithérapeute a pris un bloc-notes en papier et l'a placé devant elle, lui a donné un crayon et lui a demandé d'écrire un mot précis. C'était un mot simple, facile à écrire pour elle. Laura a fait signe qu'elle avait compris, a pris le crayon et avec beaucoup d'efforts, elle a écrit. Mais attendez. Je voulais envoyer un bisou à Katia de Fortaleza. Gros bisous, Katia. Mais dès qu'elle a fini d'écrire le mot, tout le monde dans la chambre s'est regardé, a trouvé ça bizarre et la thérapeute a dit que le mot était incorrect. La thérapeute lui a demandé d'essayer à nouveau. Laura s'est concentrée, a pris le crayon et a fait un gros effort pour écrire. Mais ce qu'elle écrivait était encore faux. À ce moment, la famille et les médecins ont pensé que la lésion cérébrale était peut-être plus grave qu'ils ne l'imaginaient. Mais non, c'était pire. Ou plutôt, bien plus incroyable. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir au moment de l'accident. À leur arrivée sur l'autoroute cette nuit-là, les secouristes ont séparé les survivants des personnes déjà décédées. Quand ils ont trouvé Laura, elle avait été projetée au loin lors de l'impact. Même si elle était toute blessée et écorchée, elle était encore en vie, mais de justesse, au bord de la route. Alors, ils l'ont placée sur une civière et à côté d'elle, ils ont mis le sac qui se trouvait près de son corps. Et tout a été envoyé à l'hôpital. À l'hôpital, elle a été identifiée grâce au permis de conduire qui se trouvait dans son sac. Pendant les semaines d'hospitalisation, elle a reçu la visite de dizaines de membres de sa famille et d'amis. Son petit ami de longue date lui rendait également visite constamment et restait des heures à ses côtés. Bien que tous aient craint de graves séquelles, ils étaient soulagés qu'elle soit en vie et se rétablisse. Mais ce jour-là, le 22 mai, lorsque l'on a demandé à Laura d'écrire ce mot simple, tout a changé. Parce que le mot si simple que la thérapeute lui a demandé d'écrire, c'était son propre prénom. Et elle n'a pas écrit Laura, elle a écrit Whitney. Oui, vous avez bien entendu Whitney. C'est là que la vérité a éclaté comme une bombe. La jeune femme assise sur ce lit d'hôpital n'était pas Laura Van Ryn. 22 ans, c'était Whitney Sarek, 18 ans. Autrement dit, Whitney, que tout le monde croyait morte, était en réalité bien vivante, juste devant eux. Et Laura, que tout le monde pensait être en vie, était en réalité la jeune femme qui était décédée et avait été enterrée. Vous pouvez y croire ? Les secouristes, au milieu du chaos de l'accident, avaient trouvé Whitney vivante à côté d'un sac qui appartenait en réalité à Laura. Comme les deux se ressemblaient beaucoup physiquement, avec les cheveux blonds et le visage couvert de sang, lorsque le secouriste a regardé le permis de conduire dans le sac, l'identification a été faite de manière erronée. Et par une coïncidence cruelle, le sac de Whitney s'était retrouvé à côté du corps de Laura. Ainsi, Laura a fini par être identifiée comme Whitney. Personne n'a remarqué l'erreur. Personne. Ni les secouristes, ni à l'hôpital, ni les familles pendant les funérailles. Rien. Une semaine plus tard, Whitney a écrit son propre nom sur un papier. La confusion a été officiellement confirmée comme un cas d'inversion d'identité. Regardez ça. Mon Dieu, c'est horrible, non ? Imaginez un peu. Et encore une fois, au milieu de la nuit, la famille Sirish a reçu un autre appel de la police. Mais cette fois, la nouvelle était l'opposé de la première, n'est-ce pas ? Votre fille n'est pas morte. Elle est vivante et elle est à l'hôpital de Grand Rapids, elle vous attend. On peut imaginer ce qui a pu passer par la tête de cette famille. Parce que ce n'est même pas du bonheur immédiat, d'abord c'est le choc, puis ce sentiment d'incrédulité, la sensation que ça ne peut pas être réel. Après tout, ils avaient défait la veillée funèbre de leur fille. Ils avaient enterré leur fille, ils avaient pleuré la perte de leur fille. Mais il y avait un détail important. L'enterrement a eu lieu avec le cercueil fermé. Ils n'ont jamais vu Whitney. Alors, les Sirish sont partis pour Grand Rapids. Et quand ils sont entrés dans la chambre d'hôpital, Whitney était là, vivante, les bras ouverts, en pleurs et appelant ses parents. Pour les Sirish, c'était un miracle. Mais pour les Van Ryn, c'était un véritable cauchemar, n'est-ce pas ? Tu imagines. Même pendant la convalescence, ils pressentaient quelque chose d'étrange sans imaginer que ce serait cela, n'est-ce pas ? Le petit ami avait remarqué que les yeux de Laura étaient plus bleus que d'habitude. Pourtant, les yeux de Laura étaient normalement verts. Lorsqu'ils ont retiré certains bandages de son visage, ils ont remarqué des taches de rousseur. Pourtant, Laura n'en avait pas. Ils ont même interrogé les médecins, non ? Ils ont expliqué que l'accident et le traumatisme pouvaient en être la cause.
Mais la petite sœur de Laura a vu quelque chose qui l'a vraiment inquiétée. Quand ils changèrent les pansements de Laura, elle a vu que sa sœur avait un piercing au nombril. Mais elle savait que Laura n'aimait pas les piercings et qu'elle n'en aurait jamais mis un au nombril. Finalement, ils ont tenté d'écarter le doute et de se concentrer sur la guérison de la jeune fille qu'ils pensaient être Laura. À quel moment les petits doutes sont-ils devenus de plus grands doutes? Quelques semaines plus tard, je pense que c'est quand ils lui ont demandé d'écrire son nom lors d'une séance de thérapie, et alors... Elle sortait du coma en soins intensifs. Et ils lui ont demandé d'écrire son nom, et nous nous attendions à voir Laura, mais elle a écrit Whitney. Et je pense que c'est là que nous avons vraiment commencé à nous interroger et à essayer de nous souvenir. Et nous nous sommes demandé, nous avons douté, et quelques jours plus tard... Le corps enterré à Gaylord sous la pierre tombale, portant le nom de Whitney, a été exhumé. C'était Laura Van Ryn. Le corps a ensuite été transporté à Caledonia, où la famille a enfin pu organiser les funérailles appropriées et lui offrir l'enterrement qu'elle méritait. Whitney et Laura se connaissaient à peine. Elles n'avaient passé que quelques heures ensemble lors de ce travail bénévole à Fort Wayne. Mais leur destin est resté lié à jamais. Malgré la douleur, les deux familles ont créé un lien profond en partageant ce traumatisme. En 2002, des années après l'accident, elles ont publié ensemble un livre racontant tout ce qu'elles ont vécu, chacune selon sa propre perspective. Le livre s'appelle Échange d'identité, 2 familles, une seule survivante. La même année, le 26 avril pour le 2e anniversaire de l'accident, Taylor University a construit et nommé une chapelle de prière en hommage aux 5 victimes de la tragédie. Whitney a prononcé un discours lors de la remise des diplômes, rendant hommage aux victimes de cet accident. Et après tout cela, l'État de l'Indiana a modifié ses protocoles d'identification des victimes d'accidents, précisément pour essayer d'empêcher qu'une telle confusion ne se reproduise. Quant à Robert Spencer, le chauffeur routier qui a causé l'accident en s'endormant au volant, il a été condamné à 4 ans de prison. Comme je l'ai dit au début, c'est l'une de ces histoires qui semblent incroyables, mais qui sont vraies. Les amis, une famille a enterré la mauvaise fille. L'autre a passé des semaines à s'occuper d'une jeune fille, croyant que c'était sa propre fille. Et tout cela s'est produit récemment, dans une situation réelle et documentée. C'était en 1900? Non, en 2006, mes amis. C'est une histoire qui mélange tragédie, erreur humaine, traumatisme, et un de ces retournements de situation qui, si quelqu'un les mettait dans un scénario de film, il y aurait sûrement des gens pour dire que c'est exagéré, n'excuse pas. Et peut-être que le plus dur dans tout ça, c'est que pendant qu'une famille a vécu le miracle impossible de retrouver une fille qu'ils pensaient avoir perdue, l'autre a dû affronter la douleur 2 fois. D'abord, ils croyaient leur fille vivante, puis ont appris le contraire. Quelle histoire, tu ne trouves pas? Donnez votre avis en commentaire et dites si la vidéo vous a plu. Laissez un like, abonnez-vous et partagez avec ceux qui aiment ces histoires à rebondissement. Partagez maintenant et restez connectés pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ah, j'ai fait un bisou? Oui, je l'ai fait. Oups les amis. Ça a mal tourné.